Bonjour à tous. Ceci est la deuxième vidéo de la série. Je réponds aux questions les plus embarrassantes qu'on m'a posées et qu'on m'a posées ces 6 derniers mois. Toute la vérité sur la base martienne. Passons donc à la question suivante. Que feront les gens là-bas en hiver? C'est clair en été, non? Vous allez fermer en hiver. Donc ce sera une base martienne qui ne fonctionnera que pendant la saison. Oui, là en été et au printemps. Je réponds. En fait, c'est l'une des questions qui revient souvent, n'est-ce pas? Parce que, bon, en été, tout est clair, mais en hiver, il fait froid chez nous, il y a de la neige, et on pourrait se dire, mais qui irait là-bas? Premièrement, en hiver, tout le complexe va en fait se transformer en quelque chose comme, vous savez, un campus de recherche scientifique. C'est-à-dire, et il y aura une toute autre ambiance, il y aura et un autre programme qu'en été. Et justement, en hiver, oui, en hiver, nous avons une astronomie plus poussée et des observations de l'espace. Les nuits d'hiver, comme vous le savez, oui, elles sont plus claires, plus transparentes. Il y a beaucoup moins de nuages. Et ce sont des conditions idéales pour observer l'espace, les autres planètes, ainsi que pour faire différentes astrophotographies, etc. Ensuite, il y a des missions spatiales similaires. L'atmosphère d'isolement et d'autonomie, c'est le meilleur moment en hiver, n'est-ce pas? Parce qu'en hiver, les conditions sont les plus proches de celles qui existent, par exemple, sur Mars. C'est le froid, c'est l'isolement, n'est-ce pas? Et c'est en quelque sorte une lutte constante, une lutte permanente pour la conquête d'une autre planète. Ensuite, il y a les écoles scientifiques, les conférences, les cours. Le complexe prévoit des conférences et des événements réguliers. Nous inviterons constamment différents intervenants, organiserons des conférences, proposerons divers ateliers intensifs, des cours, rencontrerons des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs, et ainsi de suite. Et en hiver, bien sûr, il faut augmenter ce programme par rapport à l'été, n'est-ce pas? Parce qu'il faut enrichir le contenu. C'est pourquoi en hiver, il y aura probablement 2 fois plus d'événements différents que nous organiserons. Ensuite, c'est un centre de santé, de récupération et de longévité. Notre centre, qui sera également situé sur la base martienne, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et nous ne voulons pas simplement faire un complexe spa, oui, un sauna, un bain nordique, toute cette histoire, non. Ce sera un espace où les participants à la mission, les participants à la conquête de Mars, les colonisateurs, oui, c'est ainsi que nous appelons nos invités, nous les appelons participants, pourront découvrir les approches modernes d'amélioration de la régénération de la santé et du corps humain. Dans notre établissement, il y aura différentes capsules futuristes, telles qu'une cryochambre, un cryosauna, ou plutôt un sauna infrarouge, une thérapie par plasma, une baignoire hydromassante, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les gens pourront, en hiver, lors des soirées froides, passer du temps dans ce centre spa futuriste et intéressant. Ensuite, en hiver, il y aura des programmes spéciaux, des programmes d'entreprise, des programmes scientifiques, et ainsi de suite. Autrement dit, en hiver, nous allons enrichir notre base martienne avec beaucoup de contenu, de programmes, oui, de choses à proposer. Et il y a encore une chose importante dont je n'ai pas parlé. En hiver, quand il neige, il se trouve que eh bien, l'espace là-bas est vaste. Et là où il y a un grand espace, c'est-à-dire qu'il n'y a ni forêt, ni aucun mur de protection, le vent souffle. Et en conséquence, en hiver, quand il neige, il y a des jours venteux et le vent balaie tout. Et le terrain là-bas, l'endroit est assez vallonné et donc les surfaces de ces collines sont exposées au vent. Et en hiver, le paysage change par rapport à l'été, mais il devient alors blanc-rouge, blanc-jaune, blanc-noir. C'est-à-dire que les couleurs sont différentes. Et ça aussi, eh bien, ça a l'air très intéressant, oui, très original et surtout très photogénique. En fait, cet endroit change et en général, j'ai remarqué qu'en été, au printemps, en automne, en hiver, le lieu change constamment, les couleurs changent, l'atmosphère change. Et c'est encore une raison de s'y rendre en hiver, en été, au printemps et en automne, parce que les couleurs changent. C'est littéralement un endroit qui semble vivre sa propre vie, avec ses propres saisons, et qui est toujours différent. Alors, continuons. Question suivante. C'était un endroit naturel génial, et maintenant vous allez y installer vos chalets touristiques. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée de le faire, ou une question du même genre. C'était un endroit génial, et maintenant ils vont mettre des clôtures partout. Oui, et n'y laisser entrer que contre de l'argent.
Alors qu'avant, on pouvait venir se promener gratuitement. Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas un site naturel, n'est-ce pas? Les gens, enfin ceux qui ne savent pas, posent parfois ce genre de questions. Ce n'est pas un site naturel, c'est un site artificiel. C'est pourquoi, il y a déjà longtemps, des gens ont travaillé pour transformer un site naturel en site artificiel. Voilà. Nous voulons simplement rendre cet endroit plus utile pour la société. Autrement dit, la carrière servait autrefois la société. Oui, on y extrayait de l'argile réfractaire, qui était ensuite utilisée partout. Maintenant, la carrière est à l'arrêt, mais on peut en faire un site touristique pour qu'elle continue à être utile à toute la société. Je voulais dire à l'humanité, enfin à l'humanité aussi. En fait, c'est la même chose. Deuxièmement, on ne va pas mettre de clôture là-bas, n'est-ce pas? Comme la superficie totale de la carrière est de plus de 300 hectares, notre base martienne sera située sur environ 3 hectares. C'est pourquoi nous ne pourrons tout simplement pas y installer une clôture. Autrement dit, mais il ne serait pas économiquement raisonnable de fermer complètement toute la carrière. Vous imaginez combien d'argent il faudrait pour installer une telle clôture? Deuxièmement, juridiquement, c'est impossible, parce que cette carrière est divisée en différentes parties. Il y a des terrains municipaux à certains endroits, ailleurs ce sont des terrains appartenant à l'usine ou encore au fonds forestier, etc. C'est pourquoi, juridiquement, il est impossible d'installer une clôture là-bas. Donc, vous pourrez toujours venir là-bas, vous pourrez toujours vous promener, même si notre base martienne ne vous intéresse pas, si vous ne voulez pas la croiser, vous pourrez vous balader et même ne pas la voir si vous le souhaitez. D'accord? Parce que la carrière est très grande et il y aura assez de place, disons, pour tout le monde, juste pour se promener. Ensuite, quels seront les premiers objets à apparaître et où, et quand les premiers visiteurs pourront-ils venir? Eh bien, je pense que le tout premier objet sera un food truck. En fait, nous l'avons appelé soit Café sur Mars, soit Au bout de l'univers, en référence au livre Le Guide du voyageur galactique, n'est-ce pas? Ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle. Voilà. Et cela va permettre quoi? Cela nous permettra déjà d'accueillir les premiers visiteurs, d'organiser certains événements, des festivals, parce que le terrain sera déjà légalement à nous. Et en plus, il y aura un food truck qui pourra fournir de la nourriture aux gens, leur permettre de boire du thé, du café, oui, installer quelques tables, des chaises et ainsi de suite. Deuxièmement, cela nous permettra d'accueillir le flux de visiteurs qui existe déjà sur le site et plus de 10 000 touristes viennent déjà chaque année à cet endroit. Et ainsi, une partie de ce flux pourra passer par notre food truck et nous pourrons déjà commencer à gagner de l'argent et à promouvoir encore davantage notre lieu. Imaginez, vous arrivez sur le Mars de l'Oural, vous voulez simplement vous promener et là, il y a un food truck futuriste qui sert du café et du thé. Et bien sûr, vous irez là-bas, vous commanderez un café, vous prendrez une photo, vous partagerez cela sur les réseaux sociaux, vous en parlerez. C'est pourquoi il me semble que le food truck serait la première chose à installer et pour cela, nous n'aurons pas besoin d'une somme d'argent très importante. Continuons. Combien coûte le projet? Au début, il était question de 55 millions. Maintenant, c'est déjà 86 millions. Je pense que même 86 millions, c'est très peu pour un tel projet. Qu'en pensez-vous? Je vais me corriger. Je parle en roubles. Oui, 86 millions de roubles. Nous avons aussi un public international qui va regarder et lors de la traduction, il est important que vous compreniez de quoi je parle. Ah oui, en effet, au début, le montant était de 55 millions de roubles parce que dans notre plan initial, nous n'avions pas prévu de centre de spa, n'est-ce pas? Nous ne l'avions pas inclus là-bas. Et deuxièmement, nous nous sommes un peu trompés avec l'observatoire, c'est-à-dire que nous voulions créer un observatoire professionnel et nous nous sommes trompés d'environ un facteur 2. En conséquence, après un certain temps, nous avons ajusté notre plan financier et ainsi les dépenses pour l'observatoire ont doublé. Et en plus, nous avons calculé la rentabilité économique du centre de spa et nous avons compris que c'était vraiment très avantageux. C'est pourquoi nous avons ajouté aussi un centre de spa et ainsi notre montant qui était de 50 millions, de 55 oui, est déjà passé à 86 millions. Pour répondre à la deuxième partie de la question, je pense que 86 millions, ce sera aussi très peu. Eh bien, à ce sujet, je voudrais dire que nous avons calculé notre plan financier de manière très détaillée. Nous n'avons pas simplement pris des chiffres au hasard
en nous basant sur notre expérience, nos impressions, etc. D'accord? Non, nous avons vraiment essayé de tout calculer en détail, c'est-à-dire combien coûte une feuille d'aluminium, n'est-ce pas? Voilà, nos capsules futuristes seront en aluminium. Combien coûte une feuille d'aluminium? Nous avons trouvé des sous-traitants, trouvé qui en vend. Nous avons noté le prix, d'accord? Combien coûterait, je ne sais pas, un micro-ondes? Nous avons trouvé, calculé, ajouté au plan financier, combien coûterait à peu près les heures de travail de tel ou tel employé. Nous avons calculé, ajouté, combien coûteront les télescopes. Nous avons choisi, regardé, ajouté à notre plan financier. Et donc chaque poste est calculé chez nous, calculé en détail. C'est pourquoi nous nous basons strictement sur les chiffres, des chiffres qui sont étayés par des données. D'accord? Voilà, tout d'abord. Deuxièmement, nous avons ajouté en plus 15% pour les dépenses imprévues. Voilà, donc comme on dit, quand tu critiques, propose. Et donc je suis toujours heureux d'écouter les critiques. Mais si la critique est fondée sur quelque chose, sur des données concrètes, par exemple, si vous venez me voir et que vous me dites j'ai regardé dans le modèle financier, votre food truck va coûter telle ou telle somme, n'est-ce pas? Mais moi j'ai fait un calcul détaillé, j'ai vérifié combien coûte l'aluminium à tel ou tel endroit, n'est-ce pas? J'ai regardé combien coûterait la soudure, faire la soudure d'une telle structure, n'est-ce pas? J'ai pris en compte les heures du spécialiste, etc. J'ai inclus combien coûterait un coussin, combien coûterait une tasse. Et voilà le chiffre auquel je suis arrivé. Là, je vous serrerai la main et je dirai bravo. Comparons donc nos données. Oui, voyons d'où nous avons tiré ce chiffre et regardons. Ah, ici, effectivement, vous avez trouvé moins cher. Mais là, chez vous, c'est plus cher. Et pourquoi est-ce plus cher, n'est-ce pas? Et ainsi, c'est une bonne critique qui est étayée par des données. Je serais ravi d'écouter ce genre de critique et je dirais même des mots de remerciement. Et en plus, je remercierai en fait avec d'autres cadeaux parce que cela nous rend, disons, plus fort, nous renforce et nous permet de mieux comprendre notre projet. Voilà. Mais simplement venir et dire, eh bien moi je ne crois pas au 86, eh bien tu n'y crois pas, tu n'y crois pas. Qu'est-ce que je peux dire à ça? La personne n'y croit pas. Ça peut arriver aussi. Voilà. Chez nous, le plan financier n'est pas basé sur la foi, mais sur des chiffres détaillés que nous avons calculés. Voilà. Et le plus souvent, ce sont justement ces personnes-là qui posent des questions, celles qui n'ont même pas regardé notre plan financier. C'est juste qu'il est évident qu'on ne peut pas joindre tout le plan financier à chacune de nos présentations sur la chaîne YouTube. Et en conséquence, quand je dis simplement quelque part dans une vidéo, par exemple 86 millions, une personne sans avoir regardé le plan financier dit « je ne vous crois pas ». Voilà. Eh bien, commence par te familiariser avec le plan financier et ensuite on pourra discuter de si tu y crois ou pas et sur quoi tu bases ton opinion. Ensuite, où allez-vous trouver autant d'argent pour réaliser le projet? Eh bien, en fait, nous travaillons déjà sur cette question. Oui, et dans l'ensemble, la dynamique des investissements entrants est normale. Voilà. Bon, je vais énumérer. Premièrement, il s'agit d'attirer des investissements via une plateforme internationale de crowd investing. En fait, nous utilisons une certaine plateforme et là-bas, l'audience vient de différents pays. Ils soutiennent activement et investissent dans notre projet car auparavant, ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Ensuite, attraction d'investisseurs privés, et de business angels par le biais d'un investissement direct dans le projet, en entrant dans le capital social, oui, en prenant une part, ou bien via des contrats spéciaux AAAA, conformément aux lois et exigences de la Fédération de Russie. Ensuite, l'attraction d'investissement via des syndicats et des clubs d'investisseurs. Je prends régulièrement la parole dans différents syndicats et clubs d'investisseurs. Eh bien, en fait, là-bas, il y a des personnes intéressées, oui, concernant l'investissement dans notre projet. Ensuite, il s'agit également de subventions et de financements publics. À un certain stade, nous les utiliserons aussi. Voilà, et bien sûr, évidemment, nos propres fonds personnels. Question suivante. La période de retour sur investissement est de 2 à 3 ans. Je n'y crois pas. J'ai déjà eu une expérience d'investissement dans des glampings et de construction de mes propres glampings. Ah oui? C'est au minimum 4 ans. Où est le piège? Oui, où est-ce que vous mentez? Voilà. Bon, pour commencer, ne pensons pas et n'utilisons pas le terme glamping.
Quand nous avons lancé notre projet, nous utilisions aussi ce terme, mais avec le temps et au fur et à mesure, disons, de l'élaboration détaillée de notre projet, oui, de la formation de notre concept, nous avons compris que nous étions bien plus qu'un simple glamping. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous n'utilisons jamais le mot glamping et nous avons choisi un nom plus approprié pour notre projet. D'accord? C'est un complexe touristique de vulgarisation scientifique. En fait, c'est plus, comme je le dis, plus qu'un glamping, pas dans le sens du nombre d'invités que nous pouvons accueillir, ni dans le sens de la superficie sur laquelle nous sommes installés. Ce n'est pas dans ces limites-là, mais plutôt dans le sens même de l'activité, n'est-ce pas? C'est-à-dire des programmes développés qui seront proposés à nos invités, des installations spécifiques qui seront situées sur notre site et le territoire, des sources de revenus qui ne se trouvent dans aucun autre glamping, ni dans aucune autre base touristique, etc. Donc si l'on raisonne dans le cadre de la compréhension classique et de l'idée qu'il s'agit simplement d'un glamping en construction, alors vous avez probablement raison, n'est-ce pas? Mais en fait, nous ne sommes pas un glamping. Alors laissons de côté ce mot. De plus, les délais de rentabilité n'ont pas été simplement inventés ou tirés de nulle part, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement inventé. Et si on disait que ce serait, disons, 2 ans, bien sûr que non. Tous ces chiffres, nous les avons obtenus lors de l'élaboration du calcul de notre plan financier, oui, du plan financier du projet. Donc étudiez le plan financier et alors vous comprendrez d'où viennent ces différents chiffres. En réalité, notre plan financier est tellement vaste et détaillé que je n'ai jamais vu autant de pages, oui, disons, dans un plan financier comme le nôtre. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que 2 ou 3 ans, ce n'est pas à partir du moment où vous avez investi. Oui, voilà, vous avez investi et c'est tout. Dans 2 ans, je dois recevoir. Non, ici, il s'agit du moment où nous ouvrirons les portes à tous nos participants. Oui, participants invités. C'est à partir de ce moment-là que le décompte commence. Oui, 2 ou 3 ans. Bon, je pense qu'en principe, c'est clair. Ensuite, d'où vient une telle confiance que le projet sera un succès et qu'il sera au moins, en général, au moins réalisé, n'est-ce pas? Bon, allons-y. La confiance se construit à partir de nombreux facteurs. Tout d'abord, toute entreprise dépend avant tout du fondateur, de l'équipe qui travaille sur tel ou tel projet. À quel point ils sont motivés, à quel point ils croient en ce qu'ils font, à quel point cela fait partie de leur vie, oui, à quel point ils travaillent dur. En parlant de moi, pour moi, c'est en fait l'une des choses les plus importantes de ma vie. Il se trouve qu'à un certain moment, j'ai mis longtemps à comprendre ce que je voulais faire toute ma vie. Et cette activité, c'est l'une de celles auxquelles je suis prêt, disons, à me consacrer probablement pour le reste de ma vie. Je comprends bien sûr que les gens changent. Un changement de paradigme chez une personne se produit, disons, tous les 5 ou 10 ans. Mais néanmoins, à l'heure actuelle, je vois que c'est le projet de ma vie, en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est pourquoi je suis très fortement motivé. Et ensuite, je ne peux pas ne pas le réaliser, n'est-ce pas? Vraiment, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, parce que c'est mon rêve, c'est le projet de ma vie. Et je vais aussi expliquer pourquoi ensuite. C'est-à-dire que je vais poursuivre cet objectif, oui, jusqu'à ce que j'y arrive. Tôt ou tard, de toute façon, le projet sera réalisé, j'en suis sûr, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est ma certitude, n'est-ce pas? J'y vois un très grand potentiel. En fait, aujourd'hui, je ne vois pas, oui, enfin, pour être plus précis, aujourd'hui, je vois tellement de potentiel dans ce projet, je vois un si grand potentiel dans cet endroit, oui, l'endroit appelé Mars de l'Oural, et je vois déjà l'intérêt, le flux existant de touristes qui viennent à cet endroit. C'est pourquoi, selon tous les indicateurs, oui, c'est un projet à forte marge, à haute rentabilité, donc ce projet a un très grand potentiel commercial pour l'avenir. Troisièmement, le projet bénéficie déjà d'un très grand soutien et d'un très grand nombre de personnes, d'organisations qui croient en nous, croient en notre rêve, nous soutiennent, investissent en nous et nous aident à résoudre certains problèmes. Ils partagent aussi sur leurs réseaux sociaux, oui, ils partagent en prenant le risque de mettre en jeu leur réputation, bien sûr, leur nom, etc. Mais eux aussi, ils croient vraiment que ce projet va se réaliser, donc je ne peux pas les décevoir, n'est-ce pas?
Je dois naturellement mener à bien ce projet parce qu'un si grand nombre de personnes, ce soutien que le projet reçoit aujourd'hui, je n'en ai jamais vu autant dans aucun de mes autres projets, peu importe ce que j'ai pu faire auparavant. Voilà. Donc, en somme, c'est un message, un élan émotionnellement confiant, oui, dans mes paroles. Pourquoi? Eh bien, en principe, c'est probablement sur cette note que nous allons conclure cette vidéo. C'est la deuxième vidéo de cette série. Et ensuite, nous passerons à la troisième vidéo que vous verrez un peu plus tard. Là-bas, je répondrai aux dernières questions restantes qui sont gênantes, inconfortables, oui, provocantes, et ainsi de suite. Il y aura aussi toute une série de questions piquantes, alors passez à la vidéo suivante et regardez-la.